Bonjour Xavier. Bonjour Damien. Alors je suis content de te recevoir aujourd'hui. Moi-même. Merci pour l'invitation, c'est cool. Je fais cette série d'interviews parce qu'on cherche à savoir ce qui rend les développeurs heureux en 2021. Et l'agilité, c'est un sujet qui revient régulièrement. Et j'ai entendu dire que tu étais un ancien développeur qui était devenu agiliste. Exactement. Et je voudrais que tu m'expliques un petit peu aujourd'hui, c'est quoi un agiliste, comment on passe l'un à l'autre, pourquoi on a besoin de l'agilité. J'ai envie qu'on parle de tout ça aujourd'hui, mais on va commencer par toi. Ok, super. Mais faisons tout ça, c'est cool. Ok, Xavier, c'est quoi un dev en 2021 d'après toi? Pour moi, un dev en 2021, c'est un créateur de valeur. C'est vraiment c'est la pièce maîtresse d'une orga. En développeur, on peut avoir tous les beaux rôles tout autour, tous les rôles un peu bullshit ou tous les rôles qui apportent aussi de la valeur, mais sans développeur, eh bien il y aurait pas tous ces magnifiques softs et produits qui puissent exister, quoi. Donc pour moi, un dev en 2021, c'est avoir des bons soft skills, vraiment, quelqu'un qui peut communiquer, qui est quand même bienveillant, qui sait vulgariser son problème à n'importe qui, à toutes les parties prenantes de l'organisation, de l'entreprise, mais aussi quelqu'un qui a des hard skills qui va développer au fur et à mesure de sa carrière. Donc ouais, c'est être un dev en 2021, c'est pas facile. Il faut apprendre, il faut savoir faire de plus en plus de choses. En fait, j'ai l'impression, et on demande de plus en plus des moutons à 5 pattes. Mais c'est un métier qui est ultra cool, qui est ultra passionnant. Je pense que tu peux ne pas t'ennuyer si t'es dev en 2021. Il y a tellement de jobs, tellement de choses à faire. Est-ce que ta réponse c'est Software is Eating the World de Marc Andreessen? Les software is pas forcément. Il y a pas, non, pas forcément, non. Je l'ai révisé récemment, je me suis rendu compte qu'elle était assez récente en fait, elle est de 2010. Ok. Parce que en fait le contexte de cette citation, c'est que en 2010, la boîte de Marc Andreessen elle recommence à percer, Ouais. et les investisseurs publics, parce que sa boîte est cotée publiquement, disent que c'est une autre bulle du .com. Et il dit ah non, mais là ce coup-ci c'est la bonne. Ce coup-ci, le software va vraiment manger le monde. On est là pour digitaliser toutes les parties de l'entreprise. On est là pour remplacer tous les métiers. Ouais. Bah, il y a une part de vrai, mais je pense qu'on revient aussi de plus en plus il y a aussi une partie des individus qui reviennent à des choses un peu plus simples et un peu plus basiques. Donc, j'ai envie de dire oui pour de l'automatisation de certaines tâches qui peuvent être un peu boring, un peu chiantes, un peu complexes, mais ouais, non, je suis pas tout à fait d'accord, au fait. Ouais. Ah oui, non, mais ça, Ouais. c'est vrai qu'il y a une façon passive-agressive de le dire. Ouais. Elle est agressive et on veut remplacer les métiers et très violent, effectivement. Alors que c'est vrai qu'au final, on travaille aussi à le rendre plus agréable pour Plus les gens. agréable, Quoi. surtout, ouais. Ouais, on est d'accord là-dessus. Clairement. C'est quoi ton parcours quel est ton premier job? Comment tu as été formé? Alors ouais, mon parcours. Alors je vais remonter là très très loin dans le temps. Si tu veux, on va aller en première au lycée. En première au lycée, bah souvent tu sais pas quoi faire en fait. Et en première au lycée, j'ai installé mon premier Linux. À l'époque, c'était Ubuntu, et en gros, il t'envoyait encore les CD par la poste. Je sais pas si tu avais vécu ça. Et donc en gros, tu avais toutes les nouvelles montures. Ça va, je suis pas si. C'est pas si vieux, mais oui, Moi, j'ai connu l'époque de la pub Free où les gens ils volaient le CD Free dans les magasins alors que c'est gratuit. Alors que c'est oui, bah, je l'ai connu. Ouais. Bon, on est de la même génération, hein, j'ai l'impression. Et ouais, donc j'ai installé mes premiers Ubuntu, c'était pour tester tout ça avec le site du zéro, hein, que beaucoup ont connu. Et puis suite à ça, ouais, j'ai un petit peu trifouillé sur du C, toujours en première, et en terminale, même chose. Les premières intégrations en HTML, CSS, c'était plutôt cool. Mais je me dis, ouais, c'est un truc qui a l'air d'être vachement élitiste. C'est un truc, enfin. Au fait, le métier de dev au lycée, c'est pas si vulgarisé, je trouve. Et moi, je m'en faisais tout un monde. Je me dis, ouais, pour sortir un jeu vidéo, sortir une app, ça a l'air d'être ultra compliqué, ultra complexe. Et je me dis, ouais, je serai jamais à la hauteur pour tout ça. Et donc finalement, t'arrives à un moment du post-bac et tu sais pas trop quoi faire. Donc je m'étais dit, ouais, soit je vais en pharmacie. J'avais des notes en sciences ou en chimie, tout ça qui était plutôt pas mal. Mais je me dis, ouais, ou en géologie, mais j'étais vraiment perdu. Et je me suis dit, bon, bah allez, je vais faire un DUT. Et j'ai fait le DUT de Maubeuge. J'étais à Maubeuge, assez dingue sur une zone de zoning. Comment? DUT info. DUT informatique, ingénierie et logiciel, et on était sur une zone de zoning, et tout autour, c'était que des concessionnaires automobiles, une vie étudiante à zéro. J'ai fait 6 mois là-bas. On développait,
On avait de l'assembleur de l'ASM, les piles EAX, les piles BX, tous ces trucs-là, quoi. Et je me dis, ouais, ça va pas être ça mon job, c'est vraiment, je trouvais ça trop laid, t'avais pas encore d'interface ou vraiment des vraies fonctionnalités, et t'avais un petit peu d'initiation à plein de trucs, c'était assez généraliste. Et je me dis, ouais, je m'y retrouve pas trop. Et donc, j'avais une grosse remise en question. Donc, j'ai eu mon premier semestre. Et puis, j'ai fait le deuxième semestre. J'ai dit, ouais, j'ai eu ma première année. Bon, bah, on va continuer. Autant faire le DUT, c'est 2 ans. J'ai été à la fin du DUT. Et puis, bah, je me suis dit, ouais, j'ai une bonne moyenne. Donc, bah, on va continuer. Après, je dis, ouais, fuck, j'ai plus envie de rester dans le Hainaut-Cambrésis, dans le Valenciennois, l'Avesnois. Je dis, ouais, j'ai envie d'aller tester sur l'île. Et je suis monté sur l'île pour faire une licence informatique. Et là, la licence informatique, j'ai switché parce qu'on revoyait exactement la même chose que tu as vu en DUT. Et finalement, j'ai switché pour aller en licence MIAGE où ils vendaient un peu le truc, où tu faisais un petit peu de communication, de gestion comptable, de dev et tout ça. Et finalement, bah, tu vois des servlettes pendant toute ta vie en Java. T'as aucune nouvelle techno, t'as aucun nouveau framework. Ça, c'était un peu deg là-dessus. Et ma première expérience en DUT, à la fin du DUT, j'ai fait un stage, bah, ici, derrière, là, à Euratech, dans une boîte qui s'appelle J2S. C'était sur du plugin, de la surcouche pour Adobe. C'était plutôt cool, un petit esprit startup. Donc, ça m'a appris à... c'était vraiment l'ambiance startup. Et puis, à l'époque, t'avais la hype Euratech, t'avais le bâtiment blanc Lafond, tout le monde voulait venir là, un petit peu le côté startup. Donc, vraiment cool. Mais je me dis bon, après j'ai continué, donc ma licence informatique, là j'ai fait un autre stage chez GFI, donc là c'était tout autre chose. Je voulais tester les grosses boîtes et waouh. Je vois que tu bouges la tête. C'était hardcore, c'était vraiment hardcore. J'ai beaucoup gapé en hard skill sur Java, sur la techno Java, sur la techno JavaScript, mais par contre ouais, la culture d'entreprise, ouais, non, c'était moi je parle comme je pense, hein, d'accord. Ouais, bon, GFI ça existe plus. Ça n'existe plus. Non. Ok, bah ouais, t'étais un peu un numéro, quoi. Par contre, j'ai beaucoup appris en Java, mais par contre, ça m'a permis aussi de voir un cycle en V, waterfall de A à Z, plutôt bien fait pour le coup. Donc ça fonctionne, hein, le cycle en V qui est bien fait sur des cycles plutôt courts. Mais sinon, ouais, je me dis, ouais, plus tard, ça sera pas mon métier, c'est pas possible. Ça sera pas mon job, quoi. Bref, et donc j'ai continué en master, hop, et mon master 2, je voulais tout de suite le faire en alternance. Et en alternance, bah t'as toutes les boîtes, t'as toutes les ESN qui viennent un peu t'alpaguer quand t'es jeune, sur des salons, sur des machins. Ah, nous on a Babyfoot, ah, nous on a machin, alors que rien du tout. Tu seras chez un client en régie comme la plupart du temps. Donc j'ai eu du CapG, j'ai eu du Sogeti, bah tout le monde vient dans les grandes écoles, hein, du Nextoo, du machin, tout ça. Et puis à l'époque, finalement, bah ça avait bien matché avec la RH de chez Nextoo, et j'ai continué là-bas. Et on m'a proposé la première mission, elle était pas tip top, c'était du JavaScript, tu devais découper du PowerPoint et faire du GoTo en JavaScript IDE. Et finalement derrière, on m'a laissé la chance de faire un truc plutôt cool, vraiment un produit startup où j'ai vu plusieurs corps de métier. J'étais en même temps, on savait pas trop, à moitié product owner, scrum master, développeur, je faisais les 3 rôles. On n'avait aucune notion de ce qu'était l'agilité, donc ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Et on a fait un produit finalement pendant 1 an et demi qui correspondait à aucun utilisateur et à aucune attente. Donc on a fait un gros fail. Et ce gros fail, ils ont permis de me faire vivre cette boîte-là, en tout cas pendant mon année d'alternance et un peu plus. Et ouais, c'était top. C'était top parce qu'on a vu la BPI Finance pour avoir des fonds d'innovation. On a vu plein de monde. On a fait des rencontres utilisateurs et on a fait une super stack technique, une belle cathédrale en Node.js avec des technos. On s'était fait plaisir, hein, vachement exotique. Vraiment cool. Et par contre, bah, ça fail. Et après, bah, j'ai continué. Après, j'ai continué sur du développement au forfait où j'étais développeur, et avec toute l'expérience que j'ai eue sur ce sujet-là, où je me suis dit, ah bah, Scrum, je m'étais vachement renseigné sur Scrum et sur tout ça, management visuel. Et j'ai fait un premier sujet pour Noroto, une boîte de Schnorr Pas-de-Calais. Et ça a bien marché. Le framework agile qu'on a mis en place, c'était plutôt cool. Il y a une deuxième boîte qui a voulu de l'aide, puis une troisième boîte, et finalement, je me retrouvais plus à faire du conseil méthodologique pour accompagner les équipes de développement, toujours en étant empathique de l'équipe de développement, parce que j'ai vécu tous ces trucs de deadline, de sprint qui voulaient rien dire, on parlait tout à l'heure un petit peu en off de points d'effort qui veulent rien dire, j'ai vécu tout ça. Et ouais, après moi, mon credo, c'était plus jamais revivre ça ou faire revivre ça, tous ces dark patterns agiles ou toute cette bullshit. Je voulais plus le faire revivre. Donc j'ai une transition en douceur de Scrum développeur, Scrum Master après être Scrum Master dans plusieurs teams, et finalement après avoir
un truc un peu plus, on va dire pas high level, mais un truc un peu plus haut où tu te rends compte que les devs, eux, ils veulent aller vers plus d'agilité. Mais souvent le frein, c'est peut-être le top management ou voire un peu plus haut. Et donc finalement, c'est un peu plus d'évangélisation et un peu plus de changer la culture sur 2-3 petites choses ou faire prendre conscience que une roadmap, c'est un outil de communication. Et si on avait une boule de cristal qui permettait de dire, ouais, ta feature, elle le sort là, bah ça serait top. T'imagines? Tu sais quand est-ce que tu meurs? Bon bah, je pense que tu définis tout comme il faut. Ouais, non. Et donc ouais, voilà un petit peu mon parcours. Je sais pas combien de temps j'ai pris, mais c'est à quel moment du coup que tu bascules, tu dis c'est quoi le point de non-retour, tu vois? Il y a un moment où tu dis je serai plus jamais dev. Bah en fait, à un moment je me suis dit je serai. En fait non, je me suis pas dit je serai plus jamais dev parce que ça me fait toujours kiffer de faire des petits hello world sur tous les nouveaux frameworks qui sortent, tu vois, juste voir comment ça fonctionne et même pour comprendre quand je suis avec les équipes de développement. Mais un peu le point de non-retour, je me suis dit je prends plus de plaisir là dans mon job actuel en étant un peu plus coach agile, Scrum Master pour voir plus de choses, être vraiment un peu plus être un peu partout, tu vois, un peu diffus avec toutes les équipes. Et c'est surtout que je me suis dit, ouais, il y a des mecs vraiment qui envoient du lourd, qui sont vachement passionnés dans encore plus. Et je me dis, bah ouais, moi ma valeur ajoutée, elle est là, et eux, ils vont encore gaper de dingue. Et je me suis dit, bah moi ma place, je la trouve plutôt là. Mais je me dis, bah demain, s'il faut encore plus de dev sur une partie et que moi je veux le refaire, bah ouais, je pense que j'ai la logique, faire des algos, ça reste à peu près la même chose, quoi. C'est juste essayer de te remettre dans la syntaxe, quoi. C'est juste réapprendre ça, quoi. Mais sinon, après, ouais, il y a plein de choses où j'ai un peu loupé. Enfin, là, ça fait 5-6 ans que je fais ce job-là, voire plus. Toute la partie ops dont on parlait tout à l'heure, ça, j'ai jamais vraiment touché. Donc, t'as des trucs où je suis un peu, c'est un peu trop loin. Donc là, il y a une expertise forte qui s'est créée avec plein de nouvelles outils. Ça, il faudrait quand même un gros apprentissage. Mais faire du code business, je pense que c'est. Quand tu l'as fait une fois, ouais, ça revient, je pense. C'est comme faire du vélo. Ça me choque pas. Du coup, t'as travaillé en ESN et maintenant t'es indépendant. C'est ça. Alors ouais, mon parcours, j'ai travaillé en ESN directement, donc en ESN en truc interne. Puis j'ai fait le mode forfait, l'agilité au forfait, et ensuite j'ai fait l'agilité en régie. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah, allez, je passe le cap et je passe free. Et de free en micro-entreprise, qui est un superbe statut, je suis passé, comme toi, Damien, en mode création de société, carrément. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une armée derrière toi? En solo. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une armée derrière toi ou Une armée derrière moi? Non, j'ai pas envie d'avoir une armée derrière moi. Je pense que avoir une armée derrière soi, tu perds un petit peu ce contact humain, quoi. Donc non, on n'a pas une armée derrière. On est 3 là dans la boîte, donc on est vraiment tout petit avec une expertise sur de l'agilité, sur de la UX design et vraiment sur du product management, vraiment sur de la gestion de produits, avec les petites expériences que j'ai eues à droite à gauche, et c'est vraiment des sujets qui me passionnent, quoi. C'est quoi les avantages d'être dans une ESN? C'est quoi l'intérêt de bosser dans une ESN? Après, je te poserai la question. Les intérêts d'être dans une ESN, les intérêts d'être dans une ESN, pour moi, c'est que quand t'arrives, tu sais pas comment ça fonctionne, t'as besoin un peu de référents, t'as besoin d'un cadre, et l'ESN peut te donner un cadre et elle peut te faire grandir sur certaines formations. J'ai envie de dire, ça peut être un premier tremplin pour voir plusieurs contextes, clients, plusieurs missions, plusieurs sujets. Ça, c'est vraiment cool pour la partie ESN. Ça, c'est une partie plutôt cool. Après, en mode client final, je me dis, finalement, ce que j'ai fait pour des clients finaux, j'aurais pu le faire directement pour des clients finaux, ça aurait été la même chose. Là, c'est juste le côté ESN, c'est le fait de switcher un peu plus rapidement entre des clients, quoi. C'est vraiment l'intérêt que je vois d'une ESN. Et toi, Damien, c'est que ça? C'est sûr que dans l'ESN, l'entreprise va gagner plus d'argent si elle te fait monter en compétences. Et pour rebondir sur un autre enregistrement, celui de Benoît en l'occurrence, l'ESN, elle peut t'amener vers une posture, un chemin d'excellence. Et j'ai l'impression que toi, tu l'as appris en ESN, et tu prolonges l'expérience aujourd'hui dans ta société, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un prolongement d'expérience, en gros. Même là, tu continues d'apprendre, en fait. Et on est vraiment sur un secteur où tu apprends tous les jours. Et ça, c'est plutôt cool, quoi. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Du coup, c'est Noragile qui nous fait nous rencontrer? C'est Noragile ouais, mais on s'est même rencontrés avant. Ouais, mais là, aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai repensé dans le message. Noragile, ouais. Et dans les partenaires de Noragile cette année, de l'Agilide cette année, il y a Octo.
Octo, Ouais. c'est une boîte d'excellence technique aussi. Ouais. Est-ce que tu te verrais aller chez Octo si tu voulais redevenir tech, tu vois? Si je voulais redevenir tech, je pense que si je veux redevenir tech, ouais, je pense que euh, Octo, en tout cas là, je parle en tant que Xavier Coma, Octo, ouais, jouit d'une bonne aura sur tout ce qui est tech et même un peu agilité, un peu craft. Donc ouais, why not? Si je devais apprendre, par contre, avec un mandat où moi je veux qu'on me forme et je veux que je devienne un peu plus pointu, donc j'aimerais bien être avec des experts. Donc si la société, que ce soit Octo ou une autre, me propose ça, ouais, pourquoi pas quoi. Ouais, clairement. Mais là, entre nous, hein, pour rien au monde, je reviendrai dans du salariat ESN. Est-ce que tu pourrais aller chez un client final? Tu pourrais travailler en client final un jour? Ah, ça, par contre, pour le coup, ouais, j'y ai beaucoup réfléchi et ça, je me dis, euh, parce que finalement, quand tu es dans une ESN, tu travailles pour finalement un client final. Et là, les ESN, le business model tel qu'il est calqué, bah, on vient travailler pour quasiment tous les grands acteurs du Nord-Pas-de-Calais, une grande galaxie, où on est tous intervenus dedans, hein, je pense. Et donc, ouais, il y a certaines sociétés, hein, qui peuvent être bleues, vertes, jaunes, rouges. Il y a certains trucs où je me dis, ouais, peut-être que de l'intérieur, avec un peu plus, être un peu plus interne, tu aurais un peu plus d'impact sur certaines choses et peut-être t'arriverais à faire bouger certaines lignes. Donc des moments, je me suis déjà posé la question pour avoir plus d'impact à un instant T, ouais, pourquoi pas quoi, pour le coup. Est-ce qu'on peut faire le moment lexique? C'est genre, Vas-y. c'est Ah le oui, moment lexique, c'est vrai que j'ai mis beaucoup d'anglicismes, mais ouais, vas-y, je t'écoute. L'agile versus le craft. Ok, yes. Comment tu définis les deux comment tu les différencies? Pour moi, alors si on revient sur l'agile, la traduction en français, ça sera agile. Si on vient sur craft, on a un côté vraiment artisan, donc artisanat du code, donc vraiment des choses bien faites. Hein. Tu peux le comparer ça à un ébéniste qui est faire que son produit soit beau avec les bonnes pratiques, le bon outillage, avoir un beau meuble s'il vient travailler son bois, hein, par exemple. Donc vraiment, pour moi, c'est pas antinomique et c'est vraiment agile et craft. Il faut enfin, c'est un même courant en fait, tu vois. Sans craft, tu peux pas avoir Enfin, l'agilité, c'est vraiment rétrécir tes boucles de feedback pour livrer de manière un peu plus régulière et pour t'assurer que tu fais la bonne chose pour les bonnes personnes. Et vraiment, le craft, eh bien, c'est faire les bonnes choses. Et donc, il est super important de faire les bonnes choses. Et donc, si tu mêles un peu tout ça avec tout le lexique que tu as, donc tu as ta definition of done, qui est vraiment un petit peu ta checklist de choses quand ça part en prod, quand c'est sur la production, ton truc, il doit être nickel chrome, ton incrément de produit doit être nickel chrome. Et là, sans avoir des techniques ouais, sans tout l'univers craft, tu peux pas avoir ça, tu peux pas avoir de l'excellence opérationnelle à tous les étages. Donc vraiment, il faut les deux. Hein. Pour moi, c'est les deux mondes, clairement. Du coup, XP versus Scrum? Alors, XP, pour moi, c'est la base. Scrum, si tu veux. Là, c'est marrant. Là, c'est le petit point culture. L'aspect itération vient à la base de XP. Donc Scrum a repris le côté sprint. XP dit il faut que le client il soit sur place avec l'équipe de développement. Scrum a créé un rôle qui s'appelle le product owner. À savoir que XP, le mec Ken Bank, il a fait un truc vraiment cool, c'est qu'il a pas mis de business model derrière sur des certifications à la con, ce qui fait que Extreme Programming est un petit peu tombé dans les oublis. Là où Scrum a pris beaucoup de parts de marché parce que il y a des certifications Scrum Master, des certifications Product Owner. Il faut que je l'ai pour que je sois plus légitime et que mon TJM soit multiplié par 2. Et donc, non, vraiment, XP, c'est la base. XP, et puis t'as tout cet aspect d'iteration planning. Et quand on parle d'iteration planning, maintenant t'as même Safe qui a repris le truc. Et non, l'iteration planning d'XP, il est tellement beau. Et vraiment, non, je suis XP, 100% XP. Scrum, c'est vraiment Scrum a vraiment pris beaucoup de choses à Extreme Programming et je vous invite à lire tout au moins la page qui est ultra lean de extremeprogramming.org ou .net, je suis plus sûr, mais au moins vous allez avoir la pure essence de ce qu'est l'agilité et voilà, je vous encourage à aller voir de l'extreme programming, c'est vraiment top. Le manifeste agile, c'est vraiment la pierre de Rosette. Est-ce que c'est vraiment la table des 10 commandements de l'agiliste? Ouais, bah moi je m'en suis fait un petit peu ma table des 10 commandements. Il y a Jamel sur ma gauche qui est aussi agiliste et je pense que sa table c'est aussi, tu me dis hein, si c'est le contraire, mais ouais clairement moi c'est quelque chose qui impacte vraiment mon job et je suis en phase sur quasiment tous les principes et sur les valeurs dégagées dedans. Donc ouais,
plus de communication entre les individus, ouais, je suis entièrement en phase. Plus de collaboration que de la négociation, je suis entièrement en phase. Et s'adapter rapidement, ouais, clairement, je suis en phase obviously, quoi. Il y a un logiciel opérationnel, si on revient sur le craft, même chose. Et ça veut pas dire qu'il faut pas faire c'est plus que, tu vois, c'est over that dans le manifeste agile. Et ça veut pas dire qu'il faut pas faire de doc. Ça veut pas dire qu'il faut pas négocier, hein, qu'il faut pas de contrat. Il en faut toujours. Ça veut pas dire qu'il faut pas un plan comme une feuille de route pour se diriger. C'est juste que il vaut mieux privilégier des interactions avec les individus, s'adapter plutôt que. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment ça a bien été fait à l'époque par les personnes qui l'ont co-signé, qui l'ont écrite. Et je pense qu'ils ont un petit peu été dépassés par ça et ça les a mis un petit peu sur le devant de la scène. Ils en ont aussi fait du business avec tout ça. Mais moi, j'en garde la pure essence de cette année 2001 dans le chalet, dans les montagnes, quand ils l'ont écrit. Non, je ris aussi. Je me suis mordu les lèvres pour pas rire trop fort au micro. Ouais, je pense qu'ils ont fait une bonne raclette quand ils l'ont faite. En off, avant, on a parlé du fait qu'il y ait eu un éventuel point de rupture entre les devs et l'agilité, parce que on peut dire que l'agilité a mal été implémentée et ça a servi à faire souffrir les devs à un moment. Et tu m'as parlé des dark patterns. Ah ouais, des dark patterns. Ça, je veux qu'on en parle, mais avant, est-ce que le craft, c'est vraiment genre les devs qui se réapproprient l'agilité et qui disent ce qu'ils veulent en faire? Ah bah pour moi ouais, il y a même un manifeste craft qui a été écrit et clairement là je travaille avec des développeurs et j'ai Maxime, un big up si tu m'écoutes, qui a le livre Clean Code qui est en face dessus à fond et je pense que ouais, le craft c'est une réappropriation des devs pour faire des bonnes choses. Après souvent en tout cas moi dans les contextes dans lesquels j'évolue, on a toujours un aspect business. Donc il y a toujours un côté time to market. Donc c'est là où je dis il faut mettre le curseur intelligemment. Tu peux pas te dire je vais construire une cathédrale, j'ai peut-être 400 ans pour la faire et 29 générations d'êtres humains qui vont passer sur cette cathédrale, je verrai pas la finalité. Là on veut toujours accélérer parce qu'on a des concurrents, un peu partout. Donc c'est faire les bonnes choses intelligemment avec les bonnes techniques, les bons patterns de conception et au bon moment. Donc c'est un juste équilibre à trouver quoi. En tout cas tout ce qui est en tout cas même on pourrait parler de technique craft derrière, mais ouais, pour moi, ouais, c'est une réappropriation un petit peu. Et les personnes qui font ça, c'est vraiment, t'es sûr que que c'est des personnes qui veulent faire des bonnes choses. Donc, ce sera des bons alliés un petit peu dans la transfo un peu plus agile de la société. Donc, ouais. Les dark patterns, du coup, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas parce qu'on veut pas noircir le tableau écrit à la craie ou on veut pas que de l'agile on ne retienne que les dark patterns. Pourtant, ça peut être utile quand tu es développeur et que tu veux rejoindre une boîte. Si tu les connais, tu les vois vite, tu sais que c'est pas une boîte où tu as envie de bosser. Ah, clairement. Moi, c'est ce que je dis dans des offres d'emploi. Quand tu vois certaines offres d'emploi, j'aide certains étudiants, je donne cours, à décrypter des offres d'emploi et je dis, bah, tiens, si on te si vous lisez ça dedans, bah, vous pouvez vous assurer que vous ferez jamais de Scrum ou ce sera pas c'est du Scrum tout pété. Et donc c'est même plus Scrum quoi. Tu seras par exemple Scrum Master chef de projet MOE. Scrum c'est un framework de développement produit. Donc tu es dans un paradigme produit, donc tu as une date de début, t'as pas de date de fin, et un paradigme projet, bah tu as une date de début et tu as une date de fin. Et bah oui, tu es un chef de projet là. Scrum n'introduit jamais la question de chef de projet. Enfin bref, on peut en parler des heures de tout ça, mais ouais des dark patterns, t'en vois partout. On parlait tout à l'heure du point d'effort. Putain, le point d'effort, ça n'a jamais été cité dans Scrum, dans le Scrum Guide, ça n'a jamais été cité dans Extreme Programming, dans Kanban et dans plein d'autres. C'est un mec qui s'appelle Mike Cohn, qui a fait un livre parce qu'il y avait pas mal de personnes qui ont switché de Waterfall, cycle en V à Scrum du jour au lendemain parce qu'on a dit la boîte se transforme, on va faire de l'agilité parce que on sait que les grosses boîtes Startup Nation, Silicon Valley, ils font du Scrum, on a vu ça, quand même pas, quand tu regardes il y en a même pas qui le font. Et donc bah il faut se transformer vite. Et donc bah du jour au lendemain, bah t'as des PO qui se sont retrouvés là. Bah ouais, mais moi j'avais une roadmap, j'avais un Gantt, j'avais des ABAC, j'avais tout ça. Comment je fais pour planifier tout ça? Donc bah t'as un mec, ce fameux Mike Cohn là, qui a fait un bouquin et qui a dit bah si vous voulez, vous pouvez utiliser la suite de Fibonacci ou les fameux points d'effort là, les story points ou des tailles de t-shirt pour du t-shirt sizing. Mais il a fait ça d'une bonne manière. C'est un outil qui aide à faire discuter les développeurs. Donc c'est vraiment si Jamel met 7 et toi Damien tu mets 1,
et que moi je mets 2, ah bah j'aimerais bien savoir, Jamel, pourquoi t'as mis ça, et toi Damien, pourquoi tu as mis ça, et c'est juste pour faire discuter, pour vraiment avoir un partage de points de vue en fait. Et après t'as un côté relatif entre les items de ton product backlog, enfin bref. Et là, on a complètement tordu le truc, et c'est en mode, on estime, et l'estimation en agilité, c'est les points d'effort. Et donc, on en revient à faire des points d'effort qui sont calculés en jour homme. Donc, on sait que Damien, il a fait ça en 7 points d'effort. 7 points d'effort dans un sprint, ça correspond à 3 jours. Donc, tu te retrouves à faire des produits en croix, à faire des trucs, et tu pètes tout, en fait. Et personne n'a jamais voulu ça. Il y a jamais eu de question de points d'effort, quoi, en fait. Donc c'est trop marrant. Donc ça, c'est un des dark patterns, mais t'en as plein des dark patterns. J'ai envie de rebondir sur ce point-là parce que une fois qu'on a fait les points d'effort, du coup, on peut mesurer la vélocité. Ouais, ça fait un truc, ouais. Et tu vois, une équipe commerciale, on la pilote au chiffre d'affaires, tu vois. Ce qui est un KPI de résultat. Ouais. Alors que la vélocité, c'est un KPI de productivité. Ouais. C'est l'enfer de mesurer la productivité sans mesurer le résultat. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Il vaudrait mieux calculer la valeur que ta features va dégager ou dégage une fois qu'elle est en production, que de se dire, je vais commencer à faire des statistiques sur quelque chose qui est un forecasting qui est la prévision, et j'ai commencé à analyser ça, en fait. Et non, c'est pas les bons indicateurs. Kanban, lui, apporte des bons indicateurs, comme le lead time. Le lead time, c'est le temps de traversée. C'est du moment où ton item, ta fonctionnalité tombe dans ton product backlog jusqu'au moment où est-ce qu'elle est, ça doit faire du son. Donc, c'est du moment où ta fonctionnalité est dans ton product backlog et jusqu'au moment où elle arrive en prod. C'est le temps qu'elle a mis à traverser tout ton workflow. Donc, du moment où est-ce qu'il y a la conception, le développement, les tests, les machins, la mise en production, ça, c'est le lead time. Et c'est super intéressant. Et même calculer le cycle time, qui est du moment où, par exemple, c'est de in progress jusqu'en QA, c'est plutôt intéressant de calculer ça. Plutôt que c'est du factuel, c'est des choses qui se sont vraiment passées. Et là, tu peux commencer à avoir des bons KPI. Enfin, je trouve que c'est plutôt intéressant ça que du prévisionnel sur des points d'effort qui est relatif tu peux même pas comparer, parce que les grosses boîtes veulent comparer des points d'effort entre chacune des équipes. Mais un set de Jamel est différent d'un set de l'équipe B marketing sur la supply chain qui fait un outil de gestion, quoi, tu vois. Et on veut essayer de comparer tout ça. Donc tu compares des choux et des carottes, mais ça a le même nom. Et pour un top manager qui a ça, il voit ça, il se dit ouais, non, elle est moins performante. Et non, ça veut rien dire. Et on n'a jamais voulu dire ça au fait. Et c'est juste que c'est une mauvaise compréhension. Et ça veut dire que ces équipes-là, elles doivent encore se transformer ou changer leur mindset. Et ouais, ça fait des dégâts auprès des développeurs. Et ça fait beaucoup de dégâts, clairement. Il y a un sujet sur lequel je veux rebondir. J'ai l'impression que du coup, on peut pas avoir de KPI de résultat parce que le projet informatique ne crée jamais de valeur directement. Est-ce que c'est un peu ça que tu as dit au début de ta réponse? Ouais, c'est ça. Au fait, t'as des features. Au fait, tu vas te dire, t'auras pas du résultat maintenant, ou même ça va être du résultat indirect. Tu vas peut-être favoriser une marque employeur, où tu vas faire indirectement cette fonctionnalité, et là, elle va faire ça. Donc après, c'est plutôt là, au rôle du product owner ou product manager, c'est vraiment à eux d'avoir la force de se dire, ouais, mon ensemble de fonctionnalités, il fait sens ici, et dans mon parcours, il vient s'intégrer dans cette chaîne de valeur-là. Il faudrait que j'arrive à mesurer ça. Donc, avant de lancer chaque fonctionnalité, c'est bien réfléchir à la fonctionnalité, donc avoir une bonne phase de recherche utilisateur, ou même on appelle ça de discovery dans le product management. C'est vraiment s'assurer que ta fonctionnalité répond à quelque chose, qu'elle a déjà été prototypée ou testée, en mode vraiment dirty, avec des petits prototypes, des maquettes du test, quoi, vraiment tout le monde UX. Et derrière, tu lui introduis un petit KPI avec qu'est-ce que tu vas venir mesurer une fois qu'elle sera en production, pour te dire, ok, donc elle atteint l'objectif, donc c'est une fonctionnalité qui me rapporte vraiment de la valeur, quoi, au prix du développeur. Maintenant, faire la mauvaise fonctionnalité au mauvais moment, il vaut mieux s'assurer de faire la bonne chose au tout début, quoi. Donc il y a un ensemble d'outils pour ça qui peuvent t'aider. Ouais. Est-ce que spontanément il y a un autre dark pattern qui te vient à l'esprit Un autre dark pattern, ouais, un gros dark pattern, il s'appelle safe. Non, en gros, si tu veux, t'as les grandes sociétés qui disent, ah bah ouais, mais attends, là je passe de une équipe, Scrum disait, Scrum c'est adapté pour une équipe qui est colocalisée, qui fait un peu moins de 10 personnes, où j'ai toutes les compétences à l'intérieur pour atteindre un objectif fixé au début de chaque sprint, pour atteindre un objectif produit un peu plus global. Ça marche bien pour une équipe. Mais quand t'as 29 équipes,
Et bien finalement ils disent comment on peut faire de l'agilité à l'échelle. Et donc t'as des sociétés qui viennent reprendre un peu tout. Et donc Safe, il a repris un petit peu de Scrum, un petit peu de Kanban, du portfolio management, il a créé des nouveaux rôles. Et pour moi ça vient casser, tu viens perdre un petit peu ce dont tu parlais au tout début avec le manifeste agile. T'es plus dans l'adaptation au changement ultra rapide. T'es plus dans les interactions individuelles ultra rapides aussi. Donc tu perds un peu tout ça. Et donc les frameworks, en gros faire du cargo cult, c'est-à-dire répliquer des frameworks à l'échelle qui se font ailleurs dans d'autres sociétés et les répliquer comme toi en espérant que t'aies le même résultat, ça fonctionne pas. Faire du Spotify, faire du truc, ça c'est c'est un dark pattern aussi pour moi. Surtout qu'en vrai, Spotify, quand ils ont publié leur schéma avec les chapitres, etc., ils le faisaient pas exactement. Ils le faisaient pas exactement comme ça. En fait, c'est Henrik Knieber qui est un gros, qui développe toujours lui. Lui, tu vois, c'est un coach agile, craft. Et là, maintenant, il travaille pour Mojang, pour Minecraft, et il développe toujours. Et en même temps, il transforme leur gars, lui, il est complètement ouf. Hein. Et c'est juste qu'il a mis tout ça, il a mis à disposition toute cette doc parce qu'à un instant T, dans la société, avec quelques équipes, il avait fait ça. Donc il dit je vais donner à la communauté. Le truc il a bien communiqué, tu vois, quand même. Et c'est juste que tout le monde a dit derrière ouais, moi je veux faire comme Spotify. Mais je pense qu'il a été dépassé par les événements. Et il s'est dit attention, moi j'ai fait ça quelques mois dans l'orga à un instant T et je voulais partager. J'ai jamais dit que c'était une méthode ou quoi que ce soit. Donc c'est juste derrière, c'est les personnes comment ils se l'ont approprié et comment ils l'ont tourné, quoi. Est-ce que tu penses que... C'est vrai que je m'énerve quand je parle, parce que tellement je suis plein d'émotions quand on parle de tout ça, c'est beau. Ouais. Est-ce que le fait qu'il ait publié, c'est parce que c'était plus facile de faire publier à Spotify que de les faire changer? Ou je pourrais le tourner autrement. Est-ce que faire publier ce schéma organisationnel pour Spotify, ça aide à changer Spotify? Non, là, c'est plutôt dans la culture du changement. Ouais, je pense que ça a pu aider à changer des personnes chez Spotify, ouais. Je pense que moi aussi, des moments, j'ai fait des petits articles ou des petites vidéos un peu plus brandées pour pouvoir faire changer quelques mentalités et pour que le processus de changement soit un peu plus rapide. Donc ouais, à un instant T, ça peut aider, mais c'est ce que je dis à chaque fois. Il y a des personnes qui veulent venir répliquer des choses qu'on fait avec les équipes avec lesquelles je suis. Je dis attention, pour nous ça marche, au fait. Ça marche parce qu'on a ces personnes-là, on a ces orgas-là, on est sur cette stack-là, on est sur cet objectif business-là, donc ça va fonctionner. Mais je pense que chez toi, il se peut que ça fonctionne pas, donc réplique pas bêtement, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça. Il faut vraiment faire gaffe à ça, quoi. Le culte du cargo, c'est le biais de confirmation à l'échelle d'une entreprise. Le cargo culte. Alors le cargo culte, au fait, si tu veux, ouais, c'est pour la petite histoire, c'est marrant. Alors, c'était sur des îles pendant la Seconde Guerre mondiale. T'avais l'Axe qui possédait, t'avais les Alliés qui possédaient ces archipels-là, et ils avaient des pistes d'atterrissage, ils avaient des tours. Donc t'as les avions cargo qui venaient, qui atterrissaient, qui mettaient de la supply, des provisions dans les avions cargo, ça redécollait. Donc c'était vraiment, t'avais une zone ici un petit peu de trafic, et un peu plus loin t'avais les locaux qui n'avaient jamais vu de piste d'atterrissage, jamais de tour radio, jamais de tout ça, qu'ils ont dit on va reproduire la même chose. Donc un peu plus loin, ils ont défoncé toute une forêt. Donc il y a des images, tu tapes sur internet cargo culte, vous pouvez taper cargo culte agile sur internet, c'est tout juste ouf. Ils ont fait des fausses pistes d'atterrissage, ils ont fait des fausses tours radio, des faux avions, t'as des fausses paraboles, ils ont des faux casques sur la tête. Et tous les jours, ils invoquaient le dieu cargo en espérant qu'il y ait un avion qui passe et qui lâche de la nourriture. Et ça, c'est du cargo culte. Donc, c'est exactement la même chose. C'est pas parce que tu fais des rites à la Spotify ou tu fais des rites à la Safe ou de je sais pas quelle autre boîte que ça va se produire chez toi, quoi. C'est vraiment ça, la grosse parabole. Qu'est-ce qui a déjà changé dans l'IT? Qu'est-ce qui va changer dans l'IT dans un futur proche après toi? Ce qui va changer... ça c'est compliqué à dire. Des moments je suis optimiste et des moments je suis un peu pessimiste. Je me dis que l'agilité par moment elle est de moins en moins comprise et on s'en sert comme un levier parce que c'est hype d'utiliser tous des mots hype et des posts hype, tu vois. Et donc ça me fait un peu peur d'utiliser ça à foison sans comprendre ce qui se cache réellement derrière, sans creuser. Donc ça me fait un peu peur. Mais d'un autre côté, je me dis, il y a un petit côté optimiste où je me dis, il y a toujours des bonnes personnes qui sortent avec la tête bien faite et qui se rebellent en orga pour dire non, je pense qu'il faut faire comme ça, et des personnes qui lâchent pas pour montrer qu'on peut faire un bon produit ultra clean qui correspond à l'organisation avec les bonnes méthodos au bon moment, quoi. Donc ouais,
il y a des bonnes choses qui vont arriver. Et je pense qu'il y a des orgas qui vont pas savoir se transformer, juste utiliser des mots clés ou des mots qui font bien à l'instant T, mais sans vraiment y croire, quoi. Donc je pense que vraiment les entreprises, sans forcément mettre le mot agile derrière, mais ceux qui ont vraiment la bonne philosophie, le bon mindset, eux, ils y arriveront, ouais, clairement. Quand tu as changé de boîte, quand tu as changé de job, comment tu t'y es pris? Comment tu as approché l'entreprise? Même aujourd'hui, du coup, est-ce que tu as peut-être dû faire des entretiens de quali pour aller chercher les clients? Ça peut être similaire à un changement de job? Non, pas vraiment, parce qu'au fait, si tu veux, une fois que comme je t'ai dit, moi, j'interviens beaucoup dans la périphérie lilloise, ce qui fait que, le monde, il est tellement petit, au fait, le monde IT est tellement petit, tu dois bien connaître, que finalement, t'as un petit réseau et finalement, tout le monde se connaît un petit peu et après, c'est du bouche à oreille, finalement. Enfin, moi, en tout cas, sur ma posture un peu plus de coach agile, là, c'est plutôt du bouche à oreille. Et puis avec des sociétés et certains produits ou même certaines personnes, hein, je vais pas dire clients, le mot client j'aime pas trop, c'est plutôt des partenaires ou même des collègues, c'est plus des collègues en plus que des partenaires, c'est des collègues vraiment. C'est juste que ça fit bien et je pense qu'il y a tellement de on est tellement toujours en train de réinventer les SI qui sont un peu legacy, on est toujours en train de réinventer, de produire des nouveaux outils que ça se fait naturellement au fait et c'est comme ça se passe naturellement autour d'un verre ou par LinkedIn, que sais-je. On va écrire un livre cette année pour We Love Devs. Ça s'appelle We Love Devs The Handbook, d'accord. Ok. Et donc tu as vu peut-être l'enquête, le sondage d'opinion. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Donc ça sert à récolter des verbatims qui vont nous permettre d'écrire le livre et les podcasts qu'on enregistre aussi. Ok. Si dans ce livre on doit citer Xavier Coma et l'associer à un ingrédient qui rend les développeurs heureux, tu vois. Ouais, alors un ingrédient qui rend les développeurs heureux. Ou l'ingrédient indispensable d'après toi. J'aimerais bien dire... j'ai pas envie d'avoir une phrase toute faite, quoi. Tu vois, j'aurais dit sortir du cadre quand vous pensez qu'il est pas adapté. Ah, fais la recette si tu veux. Genre, prépare ta recette, mets tous les ingrédients dedans et à la fin t'en choisis un. D'accord. Alors, je vais te dire toute la recette. Je sens que tu vas le faire. Tu le fais comme une bière là. Ouais, je vais te le faire comme une bière là. Toute la recette. Alors, toute la recette pour moi, il faut déjà avoir une bonne team, une bonne dream team, un bon corps, donc c'est-à-dire un bon état d'esprit. Il faut que les personnes entre elles, dans le groupe, ça matche bien, au fait, qu'il n'y ait pas de non-dit, qu'il y ait de la bienveillance et qu'on se dise les choses. Une fois qu'on a fait ça, que la communication est bonne et qu'on a su créer quelque chose d'assez intime, attention, intime professionnel, une fois qu'on a ça, eh bien derrière, on peut relever tous les défis. Les hard skills, on les développera plus tard si on les a pas forcément. Si on a quand même un lead dev ou un tech lead dedans qui connaît tout ça, donc c'est encore mieux. Mais c'est vraiment se dire les choses, avoir les bons petits rituels qui correspondent à l'équipe de développement et les personnes qui peuvent jouer un peu à tous les postes. Et pour moi, c'est ça qui est super important, c'est que c'est pas parce que tu as ce rôle-là et cette fiche de job-là que tu dois faire exactement ce qui est dit là. Si tu penses qu'à un moment, pour atteindre l'objectif, il faut que tout te repasse un peu ce cadre-là, sors pour atteindre l'objectif collectif et vraiment fixer un objectif collectif. Et je pense que c'est la création du collectif qui, pour moi, peut rendre heureux un dev. C'est vraiment être dans une bonne équipe et vraiment trouver la bonne équipe sur le bon produit, quoi. Donc c'est d'autant mieux si la stack correspond aux développeurs, si vraiment ils voulaient aller sur ces technos-là. Mais derrière, je pense que déjà avoir une bonne équipe, pour avoir parlé avec beaucoup de devs, il y en a beaucoup. Je leur dis, mais pourquoi tu restes là alors que j'ai l'impression que tu te plais pas sur les technos, tout ça. Et la plupart des devs me disent, c'est parce que j'adore mes collègues, au fait. Je pense qu'une fois que t'es dans le bon mood, t'as la bonne vibe avec tout le monde et que, tu peux abattre des murs, quoi. Et peu importe l'orga qui est mis derrière, peu importe ce qu'on te fait ou quoi que ce soit, si t'as les bons collègues, c'est ça qui rend heureux. Et moi, c'est la même chose. C'est la bonne équipe, et la bonne équipe, ça va au-delà de la bienveillance, hein. Ça va au-delà de la bienveillance. Il faut savoir se dire aussi les choses. Donc des moments, il faut savoir le dire les choses. Donc des moments, c'est pas facile, hein, ça, de se dire les choses. C'est même compliqué de se dire les choses. Mais je pense que des personnes qui savent relapser rapidement ou qui savent se dire les choses pour toujours être dans un contexte d'amélioration, en fait, toujours améliorer l'équipe, l'orga de l'équipe, aussi bien technique que organisationnel, que relationnel, humain, tout ça. Pour moi, c'est parfait. C'est que tu te remets en question ultra rapidement et t'adaptes ton orga à ce que l'équipe ressemble, en fait.
Enfin, vraiment, ouais, il faut vraiment que l'orga soit sizé par l'équipe et pour l'équipe. Moi, je viens jamais en me disant, ah, toi, il te faut Scrum, tu vois, ou toi, Kanban, et on applique demain Kanban. Non, c'est designé pour la team. Il faut que ce soit designé pour la team. Et peu importe que au-dessus disent, ah non, nous, on est tous en Scrum. Faudra faire du Scrum. Bah non, tu me payes pour. Non, on va faire pour la team. Et vraiment, équipe, team spirit, c'est là où est-ce que tu t'épanouirais le mieux, je pense. Du coup, pour une bonne équipe, tu m'as dit les bons rituels. Aussi les bons rituels qui correspondent à la bonne équipe, les bonnes cérémonies d'équipe, tu vois, si je reprends un peu mon jargon, les bons rituels d'équipe, tu vois. Si tu trouves qu'à un moment ça fait pas de sens, les rituels qui sont imposés par une méthode, par un framework, eh bien c'est bien les questionner et viens peut-être un peu te renseigner sur pourquoi ces rituels-là existent déjà dans un premier temps, pour comprendre le sens qu'il y a derrière. Et puis après, si vraiment ils ne correspondent pas du tout, c'est les adapter, les remodeler, bien qu'il y ait de la littérature qui dit il faut faire ça, tu vois. C'est viens, en fait, teste et adapte. Vraiment. Je me rappelle avoir rencontré une boîte où ils changeaient tout le temps leur rituel. Du coup, ils se sentaient pas agiles parce qu'ils avaient l'impression de pas avoir laissé poser le truc, mais ils changeaient tout le temps les rituels. Il y en avait un qui bougeait pas. C'était le post-mortem. Ah ouais. Ils passaient beaucoup de temps en post-mortem à 2, à 3, à 10, à 15. Ils adoraient ça. Je sais pas si c'est... Moi, sur le coup, j'ai eu l'impression que ça caractérisait la boîte, tu vois. Cette boîte-là, c'est une boîte où les gens ils font des post-mortem. Des post-mortem, ouais. Je sais pas. En tout cas, c'est cool. La bonne équipe, c'est un élément qu'on m'avait pas forcément ressorti. Et en plus, là, comme toi, tu le racontes, c'est une recette en soi, la bonne équipe. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients qui vont autour, d'après toi? Ouais, pour moi, en fait, si t'es siloté, que t'es qu'une équipe de développement, pour moi, il faut que les développeurs travaillent en même temps. Si on est pour ça dépend du contexte, hein, toujours, et ça dépend du produit. Mais si tu peux travailler avec la QA ou les QA qui sont à côté de toi, si tu as les UX, UI designers qui sont à côté de toi, si tout le monde est vraiment ensemble, on est vraiment dans la même équipe, dans les mêmes bureaux, qu'il n'y ait pas de silo, au fait, et que tu sois développeur dur et strict, ouais, ça marche pas. Je pense que le partage de connaissances, le partage même d'expérience, de métier, de job, c'est enrichissant pour tout le monde. Et je pense que même chose, hein, là, je fais aussi un petit appel pour outre bien qu'on soit dans le We Love Dev, mais si je parle pour les UX, pour les UI, pour les QA, pour les Ops, eh bien, c'est venez travailler avec des développeurs et travaillons ensemble pour plus qu'il y ait de frontières, en fait. Donc, un peu casser cette frontière de job ultra délimité, au fait. Voilà. En vrai, je suis assez... on est convaincu, on l'a appris peut-être en route que on peut pas juste se concentrer sur le bonheur des développeurs. Les développeurs peuvent pas être heureux si tous les métiers qu'il y a autour d'eux sont pas heureux, tu vois. Ouais. Et donc, on essaie de le dire, la communauté des professionnels qui font du logiciel, tu vois, c'est un mot qu'on utilise, tu vois, c'est un peu plus large que les développeurs. On parle des professionnels de l'IT, de temps en temps, mais au final, les recruteurs et les RH qui nous recrutent et qui nous accompagnent, il faut qu'ils soient heureux aussi. En vrai... Bah oui, il faut que ça transpire partout, hein, clairement. C'est un des trucs que t'as dit au début, hein. T'as eu un bon fit avec la recruteuse chez Next2 et du coup, c'est pour ça que t'es allé chez eux. Ouais, c'était pour ça, je me suis dit, souriante, et puis bah go quoi, ouais, c'est était en mode go, on va tester ça, et je pense que la vie c'est ça, tu vas plus vers des personnes qui sourient souvent que vers des personnes qui sont pas très waouh. Ça c'est humain quoi, c'est un petit je pense que c'est un petit biais, hein, clairement. Ok, c'est très clair. Et toi, bon. ta recette? Un ingrédient pour toi. Ah, ça c'est dur. Non, mais en plus, moi, j'ai donné des conférences de 45 minutes sur le sujet. En plus, donc si tu devrais synthétiser, c'est encore plus dur. Un ingrédient parmi toute ta liste. Moi, je trouve, en fait, l'ingrédient de la bienveillance, comme tu l'as montré, comme tu l'as expliqué, la bienveillance, il faut qu'on puisse quand même se faire des feedbacks directs. Il faut quand même se dire les choses. Et en fait, quand ton environnement il est bienveillant, tu peux te faire du feedback direct. Tu vois. Et ça, c'est le bouquin Radical Candor qui en parle le mieux. Et genre, ça fait 4 ans que je l'ai lu et que j'apprends encore des choses sur comment on l'applique. Et il faut créer une relation avec les gens toi, tu crées une relation et eux, du coup, ils doivent créer des relations entre eux, mais tu peux pas maîtriser les relations que les autres créent entre eux. Tu peux créer que les tiennes, tu vois. Compliqué, ça. Hein. Et une fois qu'on a créé cette relation-là, on peut se faire du feedback dans un environnement bienveillant, tu vois. Et l'art de créer des relations, celui-là, il est vraiment pas écrit dans les bouquins, quoi. Non. Ça, c'est du
Ouais, c'est ce qu'on appelle des soft skills, des compétences légères, ouais, qu'il faut développer. Et ça, c'est compliqué, hein, de... Voilà. La traduction la plus littérale de soft skill en français, c'est qualité. Qualité. Ouais, des qualités. Des qualités humaines. Je trouve, Xavier, que tu as de bonnes qualités. T'intégrer dans un groupe, mais toi aussi, Damien, tu as des très bonnes qualités. Et si je devais me dédier, genre si je devais devenir conseiller ou formateur pour aider les gens à être heureux et que je voulais donc changer quelque chose dans toutes les entreprises que je rencontre, tu vois, ce serait genre développer cette compétence à créer des relations. Mais aujourd'hui, je connais pas la recette, je saurais pas le faire, tu vois. Donc ouais, si je dois garder qu'un ingrédient, c'est celui-là dans la recette. Top, bah, tu peux venir travailler avec moi, là. C'est super ça. Pourquoi pas, en vrai ça me brancherait. C'est cool, merci beaucoup Jean de nous avoir écoutés jusqu'ici. Celui-là on rentre en 45 minutes pile poil, c'est vraiment incroyable. Bon. Ouais, très bon chrono. Ouais. Mais merci, c'est bien, c'est top. Pensez à donc participer à l'enquête pour nous aider. Déjà, ça m'aide à améliorer les questions. Vous voyez, déjà par rapport aux autres enregistrements, j'ai amélioré les questions. Et ça nous aide à savoir ce qu'on va écrire dans le bouquin à la fin de l'année, parce que c'est pas un bouquin où il y a mon opinion et celui de We Love Dev, c'est un bouquin où on veut restituer ce qu'on a appris de l'ensemble de la communauté de We Love Dev. Donc pensez à contribuer en expliquant ce qui vous rend heureux dans le sondage d'opinion de l'enquête. C'est de l'enquête. We Love Dev. Et cet épisode était un épisode de rencontre qui est sur YouTube et sur notre podcast audio. Pensez à vous abonner. Sur YouTube, je suis content dès qu'il y a des commentaires. Vraiment, le matin, je me lève, je vais voir s'il y a des commentaires sur la vidéo. Laissez des commentaires sur YouTube. Bon, je te mettrai un commentaire, laissez des commentaires. Des pouces bleus, comme on dit. Les pouces bleus, en vrai, il y en a eu 30 sur la dernière vidéo. Je suis content, mais les commentaires, je suis content. Parce que c'est des vrais humains, les pouces bleus, c'est juste des pouces bleus, tu vois. Ouais. Bon, c'était cool, merci beaucoup. Merci à bientôt. beaucoup. Ciao, ciao.